L'armée américaine vient de mener d'importantes frappes de précision sur les 3 principales installations nucléaires du régime iranien, Fordo, Natanz et Ispahan. Tout le monde a entendu ces noms depuis des années alors qu'ils bâtissaient cette affreuse entreprise de destruction. Notre objectif était de détruire les capacités nucléaires de l'Iran et de mettre fin à la menace nucléaire que représente le premier soutien étatique au terrorisme dans le monde. Aujourd'hui, je peux dire au monde que les frappes ont été une réussite militaire spectaculaire. Les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été intégralement et totalement détruites. L'Iran, le caïd du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix. S'ils ne le font pas, les prochaines attaques seront bien plus importantes et bien plus faciles. Depuis 40 ans, l'Iran dit « mort à l'Amérique, mort à Israël ». Ils ont tué nos concitoyens, faisant exploser leurs bras, faisant exploser leurs jambes avec des bombes le long des routes. C'était leur spécialité. Nous avons perdu plus de 1000 personnes de chez nous et des centaines de milliers d'autres personnes sont mortes au Moyen-Orient et à travers le monde à cause de leur haine. Tant de personnes en particulier ont été tuées par leur général Qassem Soleimani. J'ai décidé il y a longtemps que je ne laisserai pas faire ça. Cela ne peut pas continuer. Je veux remercier et féliciter Bibi Netanyahou. Nous avons travaillé en équipe comme peut-être personne l'a fait avant nous. Et nous avons fait un grand pas vers l'élimination de cette horrible menace pour Israël. Je veux remercier l'armée israélienne pour le superbe boulot qu'ils ont fait. Et plus important, je veux féliciter les grands patriotes américains qui ont piloté ces magnifiques machines cette nuit, ainsi que toute l'armée des États-Unis, engagée dans une opération comme le monde n'en avait pas vu depuis de nombreuses décennies. Avec un peu de chance, nous n'aurons plus besoin de leur service à ce niveau d'intensité, je l'espère. Je veux aussi féliciter le chef d'état-major des armées, le général Dan Kane, un général spectaculaire, et tous les cerveaux militaires brillants impliqués dans cette attaque. Cela étant dit, cela ne peut pas continuer. Ce sera soit la paix, soit une tragédie pour l'Iran, bien plus grande que celle à laquelle nous avons assisté ces 8 derniers jours. Rappelez-vous qu'il reste encore de nombreuses cibles. Celle de ce soir était de loin la plus difficile de toutes et peut-être la plus mortelle. Mais si la paix ne vient pas rapidement, nous frapperons les autres cibles avec précision, rapidité et compétence, la plupart pouvant être rayées de la carte en quelques minutes. Aucune autre armée du monde n'aurait pu faire ce que nous avons fait ce soir, et de loin. Aucune armée n'a jamais pu faire ce qui vient de se passer. Demain, le général Kane et le ministre de la Défense, Pete Hegseth, tiendront une conférence de presse à 8 heures au Pentagone. Et je veux simplement remercier tout le monde, et en particulier Dieu. Je veux juste dire à Dieu qu'on l'aime et qu'on aime nos grands soldats. Protège-les. Dieu bénisse le Moyen-Orient, Dieu bénisse Israël et Dieu bénisse l'Amérique. Merci beaucoup. Merci. Et nous sommes ensemble depuis 5 heures du matin pour vivre ce moment historique, cette bascule. Donald Trump en chef de guerre qui annonce bien que l'Amérique est entrée en guerre contre l'Iran. Hier soir, dans la nuit, Washington a largué une douzaine de bombes sur 3 sites clés du nucléaire. Et selon le président américain, ces installations seraient détruites. L'Iran riposte en ce moment même. Regardez, voilà, ce sont les images de la fumée sur le site de Fordo. Images qui ont été vérifiées par LCI, images qui disent bien donc effectivement que le programme nucléaire serait peut-être à l'arrêt. Est-ce un coup de grâce? Nous allons le voir. En tout cas, en ce moment même, l'Iran riposte sur Israël. Elle lance des missiles sur la ville de Haïfa, sur la ville de Tel Aviv, et Israël fait aussi une contre-offensive en ce moment même dans le sud de l'Iran. Nous allons voir effectivement cette bascule historique avec vous. Merci d'être avec nous, Grégory
Grégory Phillips, bonjour. Rédacteur en chef LCI. Bonjour également à Fahimé Robiol, ancien ingénieur en Iran et au commissariat de l'énergie atomique. Sylvie Berman, merci d'être avec nous. Bonjour, diplomate, ancienne ambassadrice. David Benaïm, vous êtes avec nous depuis ce matin, correspondant, journaliste israélien. Et Bruno Combi, merci d'être avec nous, ingénieur en génie nucléaire. Bonjour. Mathieu Karman, merci d'être avec nous également. Que s'est-il passé cette nuit? Faites-nous un point sur la situation. Il était donc 1h50 précisément lorsque Donald Trump, sur son réseau social, annonce que l'armée américaine a achevé une attaque très réussie contre 3 sites nucléaires en Iran. On peut voir ces photos prises dans la Situation Room de la Maison-Blanche cette nuit. 3 sites nucléaires visés, donc Fordo, Natanz, mais aussi Ispahan. Fordo, c'est ce site nucléaire dont on parle depuis plusieurs jours, qui se trouve à plus de 80 mètres de profondeur. Et vous l'avez dit il y a quelques instants, Paola, 6 bombardiers B-2 ont décollé hier de la base américaine du Missouri. Ils ont volé sans interruption pendant plus de 37 heures en direction de l'Iran, se ravitaillant plusieurs fois en vol. Ils ont largué une douzaine de bombes anti-bunker sur le site nucléaire de Fordo, 2 bombes GBU-57 sur le site de Natanz, et enfin des sous-marins de la marine américaine ont tiré plus de 30 missiles de croisière sur les sites de Natanz et d'Ispahan. C'est donc ce matin la première fois que l'US Air Force utilise au combat ces bombes anti-bunker. Il y a eu une riposte dans la nuit, une riposte d'abord iranienne qui a visé Tel Aviv. Les dégâts sont assez impressionnants ce matin. Il y a plusieurs dizaines de blessés. Et quelques minutes plus tard, Israël a frappé l'ouest de l'Iran. Une nouvelle salve de missiles a été envoyée par Tsahal en direction de l'Iran. Et Mathieu, il y a eu énormément de réactions à l'international. Et la première réaction est venue de l'Iran. Le chef de la diplomatie a averti que les attaques américaines auront des conséquences éternelles. Autre réaction, c'est celle de Keir Starmer, le Premier ministre britannique, qui a pris la parole sur les réseaux sociaux. L'Iran ne peut en aucun cas être autorisé à développer l'arme nucléaire. Et les États-Unis ont pris des mesures pour atténuer cette menace. Ils demandent à l'Iran de retourner à la table des négociations. Et l'une des réactions qui était très attendue, c'est bien évidemment celle de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre britannique, qui s'est exprimé, qui a remercié dans un premier temps les États-Unis. Grâce à Donald Trump, le Moyen-Orient est à un tournant historique qui peut mener vers la paix. D'abord vient la force, ensuite vient la paix, dit Benjamin Netanyahou. Écoutez-le. Les États-Unis ont poursuivi avec encore plus de force et de puissance les frappes de Tsahal et du Mossad contre le programme nucléaire de l'Iran. Ce programme menaçait notre existence même et mettait également en danger la paix du monde entier. Immédiatement après la fin de l'opération, le président Trump m'a appelé. C'était une conversation très chaleureuse, très émouvante. Il m'a félicité et a félicité notre armée. Dernière réaction, Paola, à vous livrer, c'est celle de l'Union européenne. Il y a quelques minutes sur les réseaux sociaux, l'UE exhorte toutes les parties à faire un pas en arrière après les frappes américaines. On attend désormais la réaction officielle de la France par la voix soit d'Emmanuel Macron, le président de la République, soit de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Sylvie Berman, une réaction simplement. On se demande jusqu'où tout cela peut-il aller, vers forcément une escalade? Oh, forcément, c'est difficile à dire. Soit les choses peuvent s'arrêter s'arrêter pas totalement bien évidemment, mais parce que l'Iran ne prendra peut-être pas le risque, mais c'est difficile à dire, de s'en prendre directement à des forces américaines, aux bases américaines dans la région. Et il peut aussi décider de bloquer le détroit d'Ormuz. Autrement, il peut continuer à frapper Israël avec des frappes des deux côtés. Mais c'est vrai que c'est une décision historique et que ça met fin à ce programme qui est un danger qu'il était pour Israël. Israël a toujours dit qu'il ne tolérerait jamais que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Et puis, après tout, les États-Unis, même s'ils n'étaient pas menacés directement, parce qu'il y a un océan qui les sépare, ils étaient néanmoins théoriquement visés comme le grand Satan, alors qu'Israël était le petit Satan. En tout cas, on voit bien que l'Iran n'a pas tardé à riposter. On va tout de suite prendre la direction d'Israël, où nous attend Claire Cambier, notre correspondante à Tel Aviv. Tel Aviv qui a été frappée par l'Iran, puisqu'il y a eu dès ce matin des frappes de missiles. Claire Cambier.
Oui, nous sommes sur l'un des sites des frappes de ce matin. Ici, heureusement, il n'y a eu que 6 personnes hospitalisées, beaucoup de blessés très légers. On a pu se rendre sur le toit d'un immeuble juste adjacent, et on a pu voir, vous le voyez à l'écran, avec ces images de Vincent Wartner, la scène assez impressionnante, ce missile qui est tombé entre un immeuble et des maisons individuelles qui a causé de nombreuses destructions. Heureusement, les habitants de l'immeuble avaient été relogés. Ce bâtiment devait être détruit. Restent tout de même les maisons individuelles et le souffle a également impacté sur un énorme rayon. On a discuté notamment avec des personnes de l'immeuble qui se trouve derrière moi, qui ont été évacuées. Ils se sont mis à l'abri dans une pièce sécurisée, les mamades comme on les appelle ici. Ils nous ont dit, on a très bien compris que c'était survenu juste à côté, ça a tremblé, et quand on est sorti de la pièce, on a vu autour de nous notre appartement complètement détruit. Ils sont donc relogés aujourd'hui, certains par la municipalité, d'autres font chez des amis. Il y avait déjà plusieurs milliers de personnes dans le pays qui devaient être relogées depuis une semaine. Ce chiffre augmente encore aujourd'hui. Merci Claire Cambier. Évidemment, on va suivre ces frappes sur Israël. Thomas Misraki, notre correspondant, nous disait aussi que les sirènes n'avaient pas sonné pour une fois à Tel Aviv. Quid de ce système anti-balistique, Bruno Combi? Alors c'est à Haïfa que les sirènes n'ont pas sonné, et il y a une raison précise, c'est qu'en fait il semble qu'il ne s'agisse pas d'un missile tiré par les Iraniens, mais d'un missile d'interception tiré par Israël pour intercepter des missiles iraniens, et que ce missile, au lieu d'intercepter, il est retombé malheureusement sur la ville d'Haïfa. Quel est l'objectif de guerre pour Benyamin Netanyahou, David Benaïm? Est-ce que vous pensez qu'il a été atteint aujourd'hui? Est-ce que ça a apporté un coup d'arrêt, ou peut-être pas un coup de grâce au programme nucléaire iranien, mais est-ce que vous pensez que le but de guerre est atteint pour Benyamin Netanyahou? Les 2 premiers gros objectifs de guerre, c'était évidemment ce programme nucléaire iranien qui est le but de la vie politique de Benyamin Netanyahou, et qui là semble se rapprocher de plus en plus d'un objectif atteint. L'autre objectif principal, c'est la menace immédiate, c'est le programme balistique iranien. Et le programme balistique iranien, il est encore très présent. On a pu le voir encore ce matin avec cette riposte, et il met encore en danger la vie des Israéliens. Et donc, de ce point de vue-là, l'objectif n'est pas atteint. Après, cette semaine, on a pu avoir une rhétorique qui a évolué. Rhétorique de la part de Benyamin Netanyahou et de la part du ministre de la Défense, Israël Katz, qui a dit que le nouvel objectif de guerre était de faire un changement de régime. Et donc, de ce point de vue-là, c'est la grande inconnue. Ça pourrait entraîner Israël dans une guerre beaucoup plus longue, beaucoup plus compliquée. Et on sait que les changements de régime, surtout de la part des Américains, c'est pas leur plus grande réussite. Après, David, à tous ces objectifs, j'en ajouterai un au plus long terme, c'est redessiner la carte du Proche et du Moyen-Orient. Regardez ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, depuis les massacres commis par le Hamas le 7 octobre. Le Hamas, quasiment à terre à Gaza, et la guerre continue. Le Hezbollah, atteint au plus haut niveau de sa direction. La Syrie, le changement de régime. La prochaine étape, la prochaine carte à cocher, si je puis dire, et pardonnez-moi pour cette expression, c'est effectivement le régime, la République islamique d'Iran. Et je pense que Netanyahou a quand même ça en tête, en se disant, encore une fois, pardonnez-moi, l'expression est un peu triviale, mais j'ai commencé le boulot, on va terminer le boulot. Parce que l'ennemi principal maintenant dans la région, maintenant que les autres sont affaiblis ou anéantis, c'est les mollahs, ce sont les ayatollahs. Donc ça, et vous avez raison, l'objectif, le programme nucléaire, le programme balistique, peut-être le changement de régime, mais de manière encore plus ambitieuse, j'ai envie de dire, il y a une volonté d'Israël de redessiner complètement cette carte du Proche et du Moyen-Orient. Sylvie Berman. Oui, alors effectivement, les représailles israéliennes contre le Hezbollah, l'assassinat de Nasrallah, ont permis au Liban de vivre moins sous la coupe du Hezbollah et d'avoir enfin un gouvernement et un président de la République. En Syrie, ça a provoqué également un changement de régime. Là, est-ce que ça va provoquer un changement de régime un peu spontané, ou alors est-ce que c'est les Israéliens qui le font? Et auquel cas, ça pose quand même des problèmes. Alors, on va se poser toutes ces questions. On va se demander si on est entré dans une guerre longue, mais on va aussi aller retrouver Thomas Misraki, notre envoyé spécial pour TF1 LCI, qui se trouve à Haïfa. Et bonjour Thomas, on voit donc ces images très impressionnantes derrière vous. Je crois que vous êtes avec un habitant qui voulait témoigner ce matin.
Alors effectivement, c'est un ingénieur qui vient d'aller inspecter cet immeuble après cet impact ici aux alentours de 7h30 ce matin. Une petite précision, c'est très important parce que ça vient d'être confirmé par les forces armées israéliennes. Eh bien, ce n'est pas un missile iranien qui a frappé ici, mais c'est un intercepteur israélien qui a provoqué ces dégâts, qui a aussi fait 5 blessés. Bonjour Yuri, merci d'être avec nous. Vous êtes allé dans l'immeuble pour l'inspecter. On était pour inspecter. Qu'est-ce que vous avez constaté? On a en fait l'immeuble est stable. Les gens ont été évacués, mais le dernier étage va être démolir, mais à part ça, ça va. L'immeuble va rester sur place. Voilà, on l'apprend en direct avec vous sur LCI. Vous habitez à Haïfa, vous étiez là au moment de cet impact. Qu'est-ce qui s'est passé? Le matin, il y avait des alertes pour les missiles. Alors j'étais avec ma famille, on partait dans les bris. Et après que c'est terminé, ils m'ont appelé comme quoi venir constater les dégâts. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de l'explosion? De chez moi, on n'a pas trop entendu. C'était pas trop grave. Et voilà, ça va. Cette nuit, vous le savez, les États-Unis ont attaqué l'Iran. Leurs sites nucléaires ont été détruits ou très endommagés. On ne sait pas encore précisément, évidemment, ce qui s'est passé et dans quel état ils sont. Vous, en tant qu'Israélien, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le monde sera plus sûr après qu'ils ont attaqué les centres nucléaires. Et on espère qu'ils vont terminer le travail. Et après ça, je pense que ça sera mieux. Merci Yuri, merci beaucoup, bonne journée, bon courage. Comme Yuri, tous les habitants à qui nous avons parlé ici se réveillent aujourd'hui. L'un d'entre eux me disait avec un sentiment de légèreté, très heureux que les États-Unis se soient joints à Israël dans leur guerre contre l'Iran. Merci à Thomas Misraki en direct de Haïfa. Bruno Combi, vous vouliez réagir à cette déclaration? Oui, alors je voudrais revenir sur la destruction des sites de Natanz et de Fordo. Donc il s'agit évidemment d'un coup extrêmement sévère qui est porté au programme atomique militaire iranien. Un coup sévère ou le coup de grâce pour les sites de Natanz et de Fordo, c'est le coup de grâce. Par contre, pour le programme militaire nucléaire iranien, c'est pas forcément terminé. Parce que les substances, les matières déjà enrichies qui étaient produites à Natanz et à Fordo ont très certainement été déménagées ailleurs, puisque les Iraniens s'attendaient aux frappes sur ce site. Donc la matière qui est précieuse, l'uranium déjà enrichi, il était probablement plus sur place, mais stocké quelque part ailleurs. Et donc ils peuvent toujours s'en servir. Ce qui est certain, c'est qu'ils auront beaucoup de difficultés pour reprendre les opérations d'enrichissement. Par contre, ce qui est déjà enrichi existe probablement toujours. Donc ce n'est pas la fin du programme militaire iranien, c'est un coup très important porté contre la possibilité d'enrichir à partir de maintenant et dans un proche futur, parce que pour construire des centres comme ça prend des mois et des années en réalité. Donc c'est pas beaucoup d'argent. Donc c'est pas la fin du programme militaire iranien. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils avaient l'intention de continuer. Donc bon courage avec toutes les installations qui ont été détruites. Mais effectivement, les matières séparées, elles sont toujours séparées. Alors il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est que dans les discussions qu'il y a eu entre le Pentagone, pardon, le Washington, donc je crois que c'est Vance. Et puis Netanyahou, Netanyahou disait c'est extrêmement urgent, c'est une question vraiment de quelques jours ou quelques heures, et pour pousser les Américains à rentrer en guerre. Il disait on ne peut pas attendre 2 semaines de plus. On ne peut pas attendre 2 semaines de plus. Mais si on ne peut pas attendre 2 semaines de plus, ça veut dire que le stade de développement de l'arme atomique était beaucoup plus avancé que juste l'uranium enrichi à 60%. Parce que si on n'était que au stade des 60%, il faut passer à 90%, qui prend déjà au minimum 2 semaines, voire davantage. Et puis ensuite, il y a toute la question de l'assemblage de la bombe. Donc si c'était vraiment urgent à ce point, ça signifie qu'en fait, l'uranium enrichi est déjà à 90% et même l'assemblage de la bombe est déjà très avancé. Donc soit il y a eu une part d'intox ou d'exagération ou de mensonge là, soit si la bombe était déjà à un stade beaucoup plus avancé, elle n'était certainement pas stockée à Natanz et à Fordo, donc elle existerait encore toujours. Donc il y a quelque chose que je ne comprends pas avec une marge d'incertitude. C'est peut-être sur la fenêtre d'ouverture, sur ce couloir qui a été créé pour permettre aux avions de venir. Cette urgence d'intervenir, c'est parce que les chasseurs israéliens ont cessé de créer et d'ouvrir la voie pour justement que ces B-2 puissent intervenir et lancer cette bombe. Donc c'est peut-être pas l'enrichissement particulièrement où on ne pouvait plus attendre, mais peut-être parce que l'armée israélienne avait préparé le terrain justement pour cette arrivée-là. Avec le contrôle de l'espace aérien iranien.
En tout cas, si vous nous rejoignez sur LCI à 10h15, je vous rappelle l'information de la journée. Les Américains sont entrés en guerre contre l'Iran. Nous suivons cette actualité depuis ce matin, 5h du matin. Décision historique des Américains, tournant incroyable dans cette guerre, effectivement, entre Israël et l'Iran. Et nous allons faire le point sur la situation, puisque les Américains ont lancé des bombes sur des sites nucléaires. Et nous sommes avec Jordan Olivier. Justement, vous allez nous faire le point sur ces 3 sites, Fordo, Natanz et Ispahan, qui ont été donc frappés par les Américains cette nuit. Effectivement, Paula, ces sites nucléaires, on va les découvrir tous ensemble. Vous le voyez, on est au sud de Téhéran. 3 sites, Ispahan, Natanz et Fordo. Vous l'avez compris, l'enjeu est grand pour les États-Unis, détruire le programme nucléaire iranien. Et on va voir justement ces premières images et se concentrer sur Fordo. Vous les avez montrées tout à l'heure, mais les premières images de Fordo et ce nuage de fumée qui s'élève, qui s'échappe de l'édifice. D'ailleurs, dans son allocution, Donald Trump, ce matin, n'a pas donné beaucoup de détails sur les armes utilisées, mais il pourrait effectivement s'agir de ces fameuses bombes anti-bunker GBU-57. C'est ce qu'annoncent plusieurs médias américains, notamment CNN. Les GBU-57, seules bombes qui, a priori, peuvent détruire ou en tout cas amener des dégâts importants à Fordo. Une information assez intéressante qu'on peut vous fournir ce matin également, c'est que l'AIEA, l'Agence pour l'énergie atomique, a annoncé qu'aucune hausse des niveaux de radiation avait été signalée ce matin pour le moment. Évidemment, c'est une information très importante puisque ce site est très sensible et également très bien sécurisé. Regardez ces images, cette modélisation. Il est situé, ce site, dans les montagnes. Je vous le disais tout à l'heure, on a environ 200 km de Téhéran, au sud de la capitale iranienne. Et donc, ce site abrite 3000 centrifugeuses situées à 80 mètres sous terre, bien cachées, bien enfouies, avec une dizaine de mètres de béton par-dessus. Seules donc ces bombes américaines sont capables de réaliser des gros dégâts. Vous le voyez, donc 80 mètres, la salle des centrifugeuses. Et cette ancienne base militaire des gardiens de la Révolution, évidemment, elle est importante pour le régime, elle est même stratégique. En 2023, l'AIEA, l'Agence pour l'énergie atomique, a détecté des particules d'uranium enrichies, vous le voyez, à plus de 83%, un niveau très proche du seuil requis pour un usage militaire, qui, je vous le rappelle, est de 90%, raison pour laquelle ce site est si stratégique et raison pour laquelle également les Américains l'ont attaqué dans la nuit. Donald Trump, justement, a annoncé que les installations essentielles d'enrichissement nucléaire avaient été intégralement et totalement détruite, un point de vue tempéré par différents responsables israéliens. Merci Jordan Olivier. Fahima Robiol, ancien ingénieur au commissariat de l'énergie atomique. Est-ce qu'on peut croire aux déclarations de Donald Trump, à savoir est-ce que vous pensez effectivement que c'est totalement détruit, ou est-ce que vous pensez que l'Iran peut relancer ce programme nucléaire ? La réponse à votre dernière question, c'est que je pense, avec tout ce qui a été fait par Israël, avec une cartographie extrêmement précise de tous les éléments qui se trouvaient un peu partout, plus les différents sites, je pense que le régime iranien n'est pas prêt tout de suite, avant plusieurs années, avec beaucoup d'argent pour pouvoir recommencer. Par contre, je peux apporter un témoignage. Hier soir, quand je suis sortie d'un autre plateau, c'était vers 1h du matin, il y a un ami qui m'a appelé de Ispahan. Et on était en train de discuter, et puis il m'a dit, ils sont en train de frapper. Et Ispahan a été attaqué la veille ou le lendemain, la nuit de précédente, par 2 fois, et que cette personne disait qu'ils ont tout détruit. L'attaque américaine, ça a vraiment laissé le gazon. Vous voyez, donc c'était déjà très abîmé. Autre chose que j'aurais souhaité dire, c'est que les gardiens de la Révolution vont d'une maison, d'un appartement à l'autre, pour les hauts immeubles, pour demander l'autorisation de mettre des missiles sur le toit des habitations, parce que cela, indépendamment, qui signifie qu'ils veulent mettre
les civils en danger, ce qui a été extrêmement évité, et j'insiste là-dessus parce qu'on a des informations, par armées israéliennes qui ont fait vraiment des attaques chirurgicales, là, de mener ces bâtiments-là dans la main des frappes, c'est quelque chose qui est extrêmement nocif. Et je termine pour dire quel dommage l'Iran a été appauvri de plusieurs trillions de dollars depuis 30 ans pour faire quelque chose qui maintenant s'est anéanti et que le résultat, c'est appauvrissement de 90% de la population. Alors, des menaces déjà dans la bouche du ministre iranien des Affaires étrangères qui menace l'Amérique et qui dit que ces attaques auront des conséquences éternelles. Est-ce qu'on doit le prendre au sérieux? Est-ce qu'on doit prendre au sérieux ces déclarations? Il y a 3 jours, Khamenei a dit la même chose. Il y a 1 mois, ils ont dit la même chose. Ça veut dire 45 ans, cette rhétorique de faire disparaître et de menacer, ça continue. Moi, je crois pas, je pense que c'est vraiment la fin d'un système qui est en train de vraiment faire ses derniers souffles en menaçant. Vu toutes les têtes qui ont été tombées, et pas plus loin encore qu'hier, dans la haute hiérarchique qui est aux commandes et qu'il n'y en a plus. Sylvie Bermann, vous rejoignez ces témoignages, c'est-à-dire avec l'entrée en guerre de l'Amérique, l'avertissement ultime de Donald Trump qui porte un coup d'arrêt au programme nucléaire. Est-ce que vous pensez bien que le régime des Mollahs peut basculer? Alors c'est très difficile à dire parce que c'est un régime qui est profondément idéologique et qui a aussi le goût du martyr. Donc on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que la population iranienne est en très grande majorité hostile à ce régime. Plusieurs fois, il y a eu des révoltes qui ont été finalement qui se sont terminées dans le sang ou dans des arrestations avec une brutalité, une violence extrême de l'appareil répressif. Est-ce que cette fois-ci, de toute façon, ils ne vont pas manifester sous les bombes israéliennes, Donc, est-ce que ça peut être une conséquence après? C'est difficile à dire. Le régime est incontestablement affaibli, mais parfois les régimes affaiblis sont dangereux. En tout cas, Donald Trump a été très clair. Grégory Phillips, il a posé un dilemme à l'Iran. Oui, en gros, ce que Trump dit, c'est le programme nucléaire, selon lui, est totalement détruit. C'est en tout cas le sens de sa déclaration la nuit dernière depuis la Maison-Blanche. Encore une fois, il faudra vérifier dans les prochaines heures ou dans les prochains jours si effectivement, comme le disait Bruno Combi tout à l'heure, cet uranium enrichi a été déplacé. Est-ce qu'il se trouvait encore à Fordo? Est-ce qu'effectivement c'est un coup d'arrêt au nucléaire iranien? Ou est-ce qu'on retarde le problème de 2 ou 3 ans, comme le disait Netanyahou? Sur le changement de régime, Sylvie Bermann a raison, il est clairement affaibli. Enfin, d'abord parce que le nucléaire, c'est un peu son assurance-vie dans la région. Donc si vous mettez ça à terre, évidemment, ce système qui permettait aussi d'imposer sa force dans la région n'existe plus. Affaibli par la contestation en interne. Depuis 2009, on a vu plusieurs révoltes effectivement réprimées dans le sang. Et la dernière, celle après la mort de Mahsa Amini, où on a vu l'Iran descendre dans la rue et une répression extrêmement féroce. Affaibli sur le plan économique. Les sanctions pèse et Fahimé, vous pourrez sans doute le confirmer, la vie quotidienne des Iraniens est extrêmement difficile, les prix s'envolent et évidemment la population souffre de ça. Et dernier point, est-ce que le cœur du système, que sont les gardiens de la Révolution, sont affaiblis ou pas? On a vu que le commandement avait été ciblé et en partie neutralisé, mais c'est une institution extrêmement puissante, les gardiens de la Révolution, qui dirigent beaucoup de choses dans le pays, notamment l'économie. Donc ça, est-ce que les gardiens de la Révolution sont encore en mesure de tenir le pays avec la force qui est la leur, ou est-ce qu'ils sont extrêmement fragilisés? Ça, je n'ai pas la réponse. On va tout de suite retrouver Hélène Bonnet, notre correspondante à Washington, puisque là on se pose la question effectivement après l'entrée en guerre des Américains contre l'Iran. Est-ce que c'est le prélude d'une nouvelle guerre longue? Est-ce qu'il va y avoir d'autres frappes? Ou bien est-ce que cet avertissement va suffire pour remettre l'Iran à la table des négociations? Le point sur les opérations avec Hélène Bonnet depuis Washington.
Oui, les informations nous parviennent au fur et à mesure, notamment grâce au New York Times qui cite un responsable américain. Selon lui, 6 bombardiers F-2 ont été utilisés pour mener ces opérations, avec pas moins d'une douzaine de bombes anti-bunker qui ont été lancées sur le site de Fordo. Alors ces fameuses bombes anti-bunker GBU-57 dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, et c'est la première fois qu'elles étaient utilisées pour ce type d'opération dans un cadre de combat par US Air Force. 2 autres de ces bombes ont été lancées sur le site de Natanz, et puis les sous-marins américains sont rentrés aussi en action. Ils ont lancé une trentaine de missiles de croisière sur les sites de Natanz et d'Ispahan. Donc c'est une opération d'ampleur. Ce que l'on apprend également, c'est que les fameux bombardiers ont décollé depuis les États-Unis, depuis une base du Missouri, pour effectuer un parcours de 37 heures de vol avec des ravitaillements tout au long du parcours pour pouvoir atteindre leur cible au Moyen-Orient. On voit que cette opération, elle a donc été préparée, et Donald Trump a fait savoir ce soir qu'il avait travaillé en équipe avec le Premier ministre israélien. Il l'a d'ailleurs remercié lors de son discours ce soir devant les Américains. On voit là, Grégory Phillips, la puissance de l'armée américaine avec cette opération, et Donald Trump qui avait un peu semblait tergiverser en disant « je vais me laisser une quinzaine de jours », mais là, il y est allé finalement. Oui, malgré les hésitations de Trump et de son administration. Dans son équipe, vous avez quand même d'un côté les faucons, pour reprendre, ou ce qui nous rappelle évidemment les néoconservateurs de l'époque de Bush, qui disaient il faut y aller, il faut entrer en guerre, et puis ceux notamment qui sont plus les MAGA, les Make America Great Again, qui sur la poursuite des promesses du candidat Trump disent on ne veut plus entrer en guerre, on ne veut plus de ces guerres lointaines, coûteuses et meurtrières. Et ça renvoie d'ailleurs à la promesse de Donald Trump, qui avait dit lui-même nous serons jugés sur les guerres que nous ne commencerons pas. Voilà. Grégory. Trump a changé d'avis. L'histoire des 2 semaines, est-ce que c'était du bluff et pour entretenir le flou de la guerre? En tout cas, il a changé d'avis. Et ce que rapporte l'agence Reuters, c'est qu'il y a une conversation assez directe, assez franche jeudi entre le vice-président J.D. Vance et le Premier ministre israélien Netanyahou. Et J.D. Vance aurait reproché à Netanyahou de vouloir entraîner les États-Unis dans la guerre. Et Netanyahou lui aurait dit oui, mais nous n'avons pas le temps d'attendre. C'est la conversation qu'on avait il y a quelques minutes. 2 semaines, c'est trop long, il faut y aller maintenant. Apparemment, Netanyahou a obtenu gain de cause et a réussi à convaincre Trump, qui est entré en guerre cette nuit. Trump, qui ne voulait pas la guerre, qui l'a toujours dit, et qui déclenche, qui entame une guerre cette nuit contre l'Iran. C'est un revirement assez spectaculaire. Est-ce qu'il entame cette guerre, ou est-ce qu'il accompagne les Israéliens dans cette guerre qui continue depuis le 7 octobre? Finalement, c'est la vraie question. Il y a une vraie opposition à l'intérieur de son propre camp. Tulsi Gabbard, par exemple, la directrice de la sécurité nationale, elle était très très opposée à cette intervention. Et vous avez également des anciens proches de Donald Trump, très médiatiques, Tucker Carlson, qui a une audience énorme, notamment chez les électeurs évangélistes, notamment auprès des anciens téléspectateurs de Fox News, qui s'opposent au quotidien de ce genre d'intervention et qui fait vraiment écho auprès de ces Américains. Et puis, toute l'Amérique démocrate qui s'est mis, alors que ce sont des interventionnistes à la base, et qui là ne voulaient absolument pas rentrer dans ce conflit contre l'Iran. Donc oui, il y a une vraie question. Est-ce que les Américains ont envie de rentrer dans un conflit? Ce qui est certain, ce que Donald Trump, à mon avis, aura sa promesse, c'est de ne pas mettre des Américains avec boots on the ground. C'est-à-dire qu'il ne va pas envoyer de troupes américaines au sol. Et ça, c'était quelque part ça sa promesse.